Bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Comme vous le savez, Terre et Humanisme est très engagé sur les questions autour de l'agroécologie et du jardinage. Et c'est toujours un grand plaisir que de pouvoir échanger autour de ces passions. Voilà, donc moi je m'appelle Françoise Vernet, je suis présidente de Terre et Humanisme depuis 10 ans. Terre et Humanisme, en quelques mots ou quelques lignes, est une association qui existe depuis presque 30 ans, qui œuvre à la diffusion et à la transmission et au partage des savoirs agroécologiques. L'idée étant d'œuvrer à notre autonomie alimentaire, ici en France, mais également à l'international, puisqu'on accompagne beaucoup de paysans du monde, et notamment sur le pourtour méditerranéen et en Afrique de l'Ouest. Voilà, et dans la situation actuelle qu'on connaît, qui est à la fois une situation, on va dire, de forte tension sur les prix alimentaires, mais également d'inflation, d'augmentation du coût de la vie, on est persuadé que jardiner, cultiver, produire ses propres légumes est probablement un des enjeux importants. Et puis, ce qu'on ressent aussi, c'est qu'il y a une envie d'autonomie, il y a une envie de contact plus régulier avec la nature, et tout ça, ça nous réjouit parce que c'est ce qu'on essaie de proposer depuis une grosse vingtaine d'années. Et puis pour conclure, bien entendu, avant de passer la parole aux stars de la journée, que sont Clément et Émilie, je citerai Pierre Rabhi, pour qui cultiver son jardin est un acte de résistance. Voilà. Et je pense que même si c'est un balcon, même si c'est un jardin partagé, même si c'est un tout petit morceau de nature, être en lien avec la nature, cultiver et pouvoir être dans l'autonomie, c'est extrêmement précieux. Voilà. Alors, nous allons passer une heure avec deux personnes. Donc, Clément Doche, qui est jardinier chez Terre et Humanisme. Je ne sais pas si on peut mettre la slide d'après, comme ça permet d'avoir les visages en plus. Voilà, merci beaucoup. Donc, qui est jardinier formateur chez Terre et Humanisme. Et Émilie, qui est animatrice en agroécologie, également jardinière, formatrice, et qui est spécialiste dans les jardins partagés. Donc, Clément est en Ardèche. Et Émilie est plutôt en région parisienne, dans le 95, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Avant de vous parler justement de toute cette aventure au jardin, et bien entendu d'avoir la possibilité d'interagir et de répondre à vos questions au fur et à mesure, vous avez déjà commencé dans le chat, mais on est assez friand de savoir d'où vous venez. Voilà, donc c'est le moment de se défouler, les 112 que vous êtes, juste pour qu'on ait une idée de la cartographie. Est-ce qu'on a 80% de gens qui sont en Ardèche, ou est-ce qu'au contraire c'est la Bretagne, ou peut-être le Sud-Ouest comme moi, voire le Gers, on ne sait jamais. Voilà, ce serait chouette. Et puis, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va vous demander, avant de se lancer dans des explications qui seront soit trop techniques, soit trop simplistes, peut-être de nous répondre à un premier sondage. Voilà, qui nous permet de mieux vous connaître. Donc, si vous voulez bien répondre, donc on aimerait savoir si vous jardinez. Si c'est oui, est-ce que vous jardinez plutôt sur un jardin privé type balcon? Est-ce que c'est plutôt sur un jardin partagé ou est-ce que vous vous êtes pas encore lancé? Voilà, si vous pouvez répondre en quelques secondes, qu'on puisse savoir à qui on a affaire et si on a mis la barre trop haut ou trop bas pour échanger avec vous. Voilà. Je n'ai pas l'impression que le sondage soit en train de fonctionner au maximum de ses capacités. Donc, si on n'arrive pas à faire le sondage, Mathilde, est-ce que le sondage fonctionnerait? Ça y est, c'est parti. Donc, vous pouvez vous défouler. Il est temps de répondre. On va se laisser 15-20 secondes. Et puis, ça nous permettra de savoir ce qu'il en est. Bon, donc nous avons une grosse majorité quand même de jardins privés et de balcons. Peut-être tout ça, c'est de la clientèle pour Émilie. Voilà, mais aussi pour Clément, parce que la plupart des personnes qui viennent en stage chez Terre et Humanisme, voilà, ils ont un jardin et ils ont envie de continuer. Alors, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet et que Clément peut-être nous partage quelques notions autour de l'agroécologie et notamment nous explique ce que nous on entend par agroécologie chez Terre et Humanisme, agroécologie en un seul mot, comme chacun sait. Ok, bonjour à tous.
C'est Clément. Alors l'agroécologie, en un seul mot, ça veut dire s'en tirer entre l'agro et l'écologie pour bien montrer que le système agricole, ou en tout cas le jardin, est bien lié avec l'écosystème naturel. Et il n'y a pas besoin de faire une séparation entre les deux. Donc ça, c'est une des bases. Donc vraiment pour nous, le jardinage en agroécologie, c'est s'inspirer du vivant, de ce qui se passe dans la nature et essayer de le reproduire dans notre jardin. Donc les exemples assez classiques, c'est dans la nature, on voit très bien qu'il n'y a jamais de sol laissé à nu. La nature s'arrange toujours pour que ça soit recouvert de quelque chose, soit du végétal vivant, soit des feuilles mortes. Donc on va essayer de reproduire ça dans notre jardin. Ou aussi, dans la nature, on n'enfouit jamais la matière organique en profondeur. Donc nous, on va toujours déposer la matière organique en surface du sol et jamais l'enfouir en profondeur parce qu'on sait que ça crée des déséquilibres. Donc ça, c'est un des premiers concepts. Pour nous, l'agroécologie, c'est aussi réunir les savoir-faire ancestraux comme faisaient nos arrière-grands-parents avant le système agricole industriel et remettre tout ça à jour avec les derniers apports scientifiques des 30-40 dernières années où aujourd'hui, on sait mieux comment fonctionne un compost, on sait mieux comment fonctionne un sol. Et donc, ça nous permet d'activer tous les mécanismes naturels du vivant pour optimiser le jardin, avoir moins de maladies, avoir une bonne production. Et puis aussi, l'agroécologie, c'est essentiellement basé sur la biodiversité. Donc, on va s'arranger pour accueillir un maximum de biodiversité, qu'elle soit cultivée ou sauvage, pour avoir un système, un jardin qui soit le plus équilibré possible. Voilà, donc en quelques mots, là, il y a un petit schéma qui reprend tous les autres concepts. Là, j'essaie de la faire assez courte. Émilie, est-ce que l'agroécologie dans le 95, c'est la même définition ou t'en as une autre? Non, non, je me cale absolument sur ce que vient de nous partager Clément. Non, non, peut-être avec l'accent mis particulièrement sur la biodiversité, parce que c'est vrai que dans nos contextes urbains, il y a un appauvrissement peut-être encore plus redoutable. Mais non, non, je partage complètement ce que vient de dire Clément. C'est juste que dans la façon de faire dans nos jardins partagés et nos jardins urbains, sans doute qu'on va développer des stratégies différentes. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Moi, je voudrais juste ajouter un petit complément, c'est que chez Terre Humanisme, je pense qu'on prend soin de la terre et on prend soin de l'humain. Et que très souvent en agriculture, dans les agricultures qu'on peut constater, l'humain, voilà, c'est un outil, hein, comme est le tracteur, etc. Alors que nous, on pense que prendre soin de l'humain, ça permet aussi de prendre soin de la nature, parce qu'un humain voilà, qui est aligné pourra probablement avoir un lien à la nature plus fécond. Alors, on va commencer à rentrer un tout petit peu dans la technique. Le premier sujet sur lequel Clément, on aimerait t'entendre, c'est le sol, puisqu'on sait que le sol est extrêmement primordial et on se questionne toujours en se disant tiens, j'ai un jardin, j'ai envie de commencer et tout, mais peut-être je peux me poser la question, est-ce que j'ai le sol qu'il faut? Donc Mathilde, si tu peux nous mettre la slide du sol, c'est chouette. Ouais, alors effectivement, le sol, c'est une des composantes essentielles de l'agriculture et du coup de l'agroécologie. On dit souvent que pour avoir des plantes en bonne santé, il faut avoir un sol vivant. Et ça, c'est quelque chose que souvent les gens n'imaginent pas, tout ce qui peut se passer dans le sol. C'est peut-être même le milieu, quand il est en bonne santé, qui est le plus vivant au monde. Aujourd'hui, on sait moins ce qui se passe sous nos pieds dans notre sol, alors qu'on marche dessus tous les jours, que ce qui se passe au fond dans les milieux sous-marins ou dans les canopées des forêts primaires. C'est encore moins bien connu. Mais on sait que dans 1 gramme de sol, il peut y avoir plusieurs millions d'êtres vivants. Et en gros, l'agroécologie, l'idée, c'est de nourrir tout ce petit monde-là. Et pour bien nourrir tout ça, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin d'un bon équilibre en eau et en oxygène. Donc, il faut un sol qui soit pas trop tassé. Plus un sol est tassé, moins il a d'oxygène. Et à contrario, il faut un sol aussi qui respire. Donc, quand on a un sol qui colle trop, un sol trop argileux, il va falloir faire avoir des pratiques qui permettent d'aérer son sol. Donc, soit par un travail du sol léger, soit par l'apport de compost, ça on y reviendra. On peut revenir avant. Oh, petit bug de... un sol en bonne santé, c'est un sol qui est occupé par des racines. Donc, un sol laissé à nu, c'est pas la vocation d'un sol. Hein. Un sol, il doit connaître, rencontrer des racines. Et c'est les racines aussi qui vont aider tous les micro-organismes du sol à bien vivre, à créer en fait l'hébergement. Comme je disais en introduction, le sol doit être toujours couvert et riche en matière organique. Donc un sol, c'est un être vivant, il faut lui donner à manger.
Il faut lui donner à manger essentiellement des matières organiques, des matières carbonées, donc plutôt brunes, ou azotées, plutôt vertes, pour avoir une ration équilibrée. Donc la première chose à faire quand on arrive dans son jardin, c'est regarder l'état de son sol. Alors sans être ingénieur agronome, on peut déjà avoir quelques indications en écoutant ses ressentis. Donc quand on a une terre qui est généralement plutôt brune, plutôt sombre, c'est plutôt bon signe. Une terre plutôt brillante, c'est plutôt bon. Une terre qui soit grumeleuse, souvent on appelle ça le couscous noir ou la semoule noire. Donc il y a vraiment un aspect voilà, de couscous. Ça, c'est plutôt bon signe aussi. Et évaluer aussi est-ce qu'il y a la présence de vers de terre, de tout petits insectes, de cloportes éventuellement, de choses comme ça. Et plus on verra de choses dans son sol, mieux ça sera. Effectivement, il peut y avoir quelques parasites des cultures, mais ils sont à la marge, ceux-là. Et même s'ils sont là, ça veut dire que votre sol est vivant, donc c'est pas si mauvais que ça. Donc faut essayer d'évaluer la vitalité de votre sol en regardant s'il y a beaucoup d'habitants dedans. Émilie, un petit complément avant qu'on passe à un autre sujet autour de l'eau, quand même, qui est le deuxième pilier en général qu'on regarde. Oui, carrément. On regarde aussi, nous, pas mal les plantes bio-indicatrices qui peuvent raconter un peu à quel sol on a affaire. Et puis, dans nos contextes urbains, c'est sûr qu'on a une vigilance particulière parce que on est en zone urbanisée, en zone qui a pu être remblayée, par exemple, ou voilà. Donc, petite tendance quand même à faire une analyse le sol. Ça, c'est vraiment dans le cadre de nos jardins partagés pour savoir qui il est, mais aussi s'assurer qu'il n'y a pas de pollution ou métaux lourds, notamment. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, il y a ce qu'on peut faire en labo, mais effectivement qui représente un certain coût. Puis après, il y a des tests qu'on peut faire également, notamment en faisant un prélèvement de sol sur son site et puis en le diluant fort dans pas mal d'eau, puis en observant comment la sédimentation va se déposer. En fait, différentes couches vont s'installer avec la matière organique plus en haut, puis les matières plus lourdes que sont les cailloux, les graviers dans le bas, avec un intermédiaire d'argile-limon. Et ça, c'est aussi une façon de partir à la rencontre de son sol et de voir de quoi il est constitué et à moindre coût. Donc ça, c'est vraiment deux choses complémentaires qu'on met en place, en tout cas dans le cadre des jardins partagés. Ce qu'on peut faire soi-même, voilà, avec la sédimentation. Et puis, le cas échéant, si l'historique du lieu peut laisser pressentir qu'il peut y avoir eu des risques de pollution au sol directement ou aussi atmosphérique par des activités industrielles, c'est sûr qu'on ne fait pas l'économie d'une petite analyse de sol, notamment sur les métaux lourds. Donc, avant d'être expert jardinier, on est inspecteur gadget pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai qu'en ville, on a souvent des sites industriels et la vigilance est demandée. Alors, après le sol, nous avons la question de l'eau. Alors, en ce moment, on est, je crois, depuis plusieurs semaines au cœur du sujet. Donc, sur l'arrosage, si tu veux bien nous passer la slide, Mathilde. Alors, l'arrosage, donc, l'eau, la question de l'eau au jardin, c'est une question qu'il faut se poser dès le début, surtout avec ces changements climatiques là qui nous amènent des canicules et des sécheresses plus fréquemment et plus longtemps. Donc avec le sol, c'est vraiment les deux points, le sol et l'eau à étudier dès qu'on commence un jardin. Et en termes d'eau, il va falloir évaluer votre ressource en eau. À quel point il pleut là où j'habite. Est-ce que c'est des pluies qui sont bien réparties sur l'année ou est-ce que c'est des pluies qui vont arriver en grande quantité mais sur très très peu de temps, et voir ensuite comment vous allez économiser et récupérer et donc stocker cette eau. Et donc plus vous avez des pluies rares mais intenses, et plus il va vous falloir des gros volumes de stockage. Donc ça, il faut bien essayer de comprendre à la fois votre pluviométrie, donc combien il tombe sur une année. En France, c'est entre 700 mm et 1500 mm en général. Mais il faut aussi voir cette répartition dans l'année. Ça, c'est très important. Et après, on va mettre en place tous les moyens possibles pour économiser l'eau. Donc, comme on l'a dit, à la fois pour protéger le sol, mais aussi pour protéger l'eau, on va faire en sorte de toujours couvrir son sol. Donc, jamais de sol à nu. On sait qu'un sol bien paillé, il va diviser par 4 l'évaporation du sol. Donc, pailler, c'est économiser du temps d'arrosage, mais c'est aussi économiser énormément d'eau. Ensuite, faire de l'ombre. Nous, au jardin de terre humaniste, on est de plus en plus soumis à des canicules et à des ensoleillements excessifs
Et même les légumes du soleil commencent à faire un peu la tête à cause du soleil en été. Donc, on recrée de l'ombre artificielle en faisant des structures et en mettant sur ces structures des ombrières qui sont faites soit à partir de canis ou à partir de roseaux, à partir de bambou, même les mauvaises herbes, des fois on les met, on fait des structures sur lesquelles on met du grillage et on balance nos mauvaises herbes quand on désherbe sur ces pour faire de l'ombre en fait. Il y a toujours une question Alors, qui revient, Clément, c'est quelle ouais. hauteur de paillage? C'est-à-dire qu'on peut pailler avec du BRF, on peut pailler avec de la paille, on peut pailler avec plein de choses. Est-ce qu'il y a une hauteur recommandée ou finalement ça dépend de la matière dont on dispose? Alors, on dit en général qu'à partir de 5 cm, l'effet est vraiment significatif. Après, c'est pas parce que vous pouvez pas mettre 5 cm que vous n'allez rien mettre. 1 cm, ce sera toujours mieux que rien. Et après, en été, on peut vraiment insister sur du paillage avec 20, 30, 40 cm si on a la ressource d'épaisseur pour vraiment bien protéger de l'évaporation. En fait, dans le jardin, il y a 3 manières que l'eau s'en aille du jardin. Et vous, votre travail en tant que jardinier, c'est de faire en sorte qu'une goutte d'eau qui tombe sur votre jardin, elle y reste le plus longtemps possible. Donc, les 3 manières pour qu'une goutte d'eau s'en aille, c'est soit par le ruissellement, donc un terrain qui est trop en pente, l'eau va ruisseler. En plus, elle va emporter des matières fertiles de votre sol et elle va couler jusqu'au fossé ou jusqu'à la rivière. Donc, pour limiter ça, il faut ramener du plat dans votre jardin, de l'horizontalité. La deuxième manière que l'eau s'en aille, c'est le lessivage. Donc, si vous avez un sol qui est trop drainant comme le sable, eh ben, l'eau va couler en sous-sol sans passer trop de temps en surface du sol, là où elle est le plus importante. Donc là, c'est notamment par le compost qui va vous aider à mieux retenir l'eau, mais aussi par la présence de racines dans vos sols. Et la troisième manière que l'eau a de partir de votre jardin, c'est l'évaporation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pailler et faire de l'ombre. Donc, en pensant toujours un petit peu à tout ça, vous allez réussir à limiter les risques. Et aussi en choisissant le moment d'arrosage dans votre jardin. Donc, soit l'arrosage du matin, avant que le soleil tape trop fort, soit l'arrosage du soir. Mais en tout cas, en été ou quand il fait chaud, jamais d'arrosage entre 10h et 18h du soir et 18h. Il faut éviter d'arroser. Soit le matin, soit le soir. Merci. Émilie, un petit complément géolocalisé, jardin partagé? Oui, complètement. Effectivement, l'eau, c'est un des cœurs de préoccupation en jardin partagé parce qu'elle va carrément donner le tempo puisque c'est la capacité qu'on a à collecter de l'eau pluviale puisque c'est celle-ci qu'on va préférer, même si un complément d'eau de réseau peut être envisagé. Mais en fait, c'est la capacité à collecter l'eau pluviale qui va déterminer notamment la taille du jardin ou en tout cas ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, c'est comme le disait Clément, tout pareil. C'est vraiment, ça doit faire partie de vos questionnements et de vos préoccupations initiales parce qu'elles seront décisives pour la suite. Et puis comment on fait? Donc, dans nos villes, c'est s'assurer qu'il y a des colonnes de descente tout simplement sur les bâtiments sur lesquels on va pouvoir venir repliquer des collecteurs. Il y a plein de choses qui existent et puis il y a des collecteurs qu'on peut coupler, mettre en série, fonction du volume qu'on espère collecter. Moi, j'ai tendance à dire que de toute manière, plus on peut collecter d'eau, mieux c'est parce que comme le disait Clem, il y a, en tout cas dans la région où j'habite, il y a des moments avec beaucoup de précipitations et puis après, il y a un grand temps de silence, ce qui fait qu'on a plutôt intérêt à pouvoir stocker en masse sur la période favorable et ainsi pouvoir échelonner les arrosages un maximum sur la saison, notamment d'été. Donc voilà, j'insiste un petit peu fortement sur cette question de la collecte des eaux pluviales parce que d'expérience, en tout cas dans le périmètre urbain sur lequel j'interviens, je sais qu'il y a encore beaucoup de monde à persuader, qu'il y a une tendance à la facilité sur on met un robinet et on tire sur l'eau du réseau. Évidemment, écologiquement, il y a une vraie incohérence, d'autant plus avec les pressions qui s'ajoutent aujourd'hui sur la question de l'eau. Enfin, je vais pas aller plus loin que ça, mais en tout cas, c'est un enjeu fort et à mettre sur la table avec vos partenaires, notamment si vous êtes dans une épopée de jardin partagé, avec vos partenaires et puis avec vos co-jardiniers. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ouais. Je crois que Clément voulait rebondir et puis après, j'ai une question aussi que je voulais vous poser. Ouais, juste pour faire le lien entre le sol et l'eau, et que j'ai pas dit, c'est nous on considère que le premier réservoir d'eau dans le jardin, c'est avant tout le sol. Donc même si vous avez un sol qui au départ n'a pas une très bonne rétention en eau, comme un sol très sableux,
et ben vous, en tant que jardinier, vous allez l'accompagner par différentes pratiques, notamment encore une fois le compost, hein, et le couvert végétal permanent. Vous allez aider votre sol à mieux retenir l'eau, et peu à peu, vous allez voir que vous allez avoir besoin de moins en moins d'eau, puisque le sol sera votre réservoir. Donc ça, c'est super important de considérer votre sol comme aussi une ressource en eau. Ouais, carrément. Une des C'est questions une qui était éponge. posée par un participant, c'était de savoir si l'eau de pluie en région parisienne est bonne pour l'arrosage. Moi, je dirais oui, même si il y a de la pollution au-dessus de Paris, au-dessus de Ouais, Montpellier. oui, Voilà. oui, oui, elle reste bonne pour l'arrosage. Après, moi, je pars du principe qu'on fait avec nos ressources locales et de proximité, donc sauf si détection d'une méga pollution, voilà. Mais bon, évidemment qu'elle n'est pas vertueuse à 600%. Moi, j'habite pas loin, par exemple, de l'aéroport de Charles de Gaulle, dans la zone où les avions commencent à descendre. Je sais à l'analyse qu'il y a quelques résidus de brûlage de kérosène, mais pour autant, pour moi, la cohérence et celle de nombreux habitants, c'est quand même d'utiliser cette eau-là qui est disponible, qui est gratuite, qui est là, et puis que de tirer sur de l'eau du réseau, d'autant plus qu'il n'y a pas de risque, en tout cas a priori sanitaire, quoi, derrière. Idem sur les eaux usées sans produit vaisselle, idem sur les eaux de lavage de la salade. Voilà, plutôt que de Tout à jeter fait. ça dans l'évier, vous le mettez dans votre arrosoir. Enfin, voilà, toutes les eaux qu'on utilise qui ne sont pas, on va dire, polluées, elles sont à préserver. Alors, troisième sujet, il faut qu'on avance quand même, hein, c'est pas tout. Le troisième sujet, c'est le compost. Hein, voilà, puisqu'on a parlé du sol, et souvent quand on pense sol, on pense compost. Alors, maître compost, qu'avez-vous à nous dire? Alors, je ne suis que guide composteur, mais donc le compost, c'est une manière un peu surtout sur des sols très fatigués, qui n'ont plus forcément d'énergie pour digérer de la matière trop brute. C'est une manière de prédigérer de la matière organique pour amener au sol et nourrir votre sol. Donc le compost, vous pouvez considérer ça comme un élevage de micro-organismes chez vous dans votre jardin. Et un élevage, il faut lui apporter la bonne ration alimentaire. Et ce qu'aiment les micro-organismes, c'est de l'azote et des matières carbonées. Donc là, vous avez sur la diapo les différents types de matériaux. Et la bonne proportion au départ, quand on commence en termes de volume, c'est d'être sur 1 tiers de matériaux azotés et 2 tiers de matériaux carbonés. Ensuite, vous voyez à gauche, il y a les matériaux équilibrés. Donc ça, c'est ceux qu'on peut mettre à volonté, puisqu'ils sont déjà dans un équilibre de 1 tiers azoté, 2 tiers carbonés. Donc ceux-là, on peut les utiliser à volonté dans les composts, et c'est une super ressource. Et en fait, donc, les micro-organismes vont grignoter tout ça, le transformer, et finalement, à la fois leurs excréments et leurs cadavres, tout ce qui est issu de la décomposition, va former le compost qui va être utilisé sur vos sols. Et le compost, il a trois effets principaux. Il nourrit le sol. Donc, quand on dit il nourrit le sol, en fait, il nourrit la vie du sol. Donc, encore une fois, les micro-organismes, les bactéries, les champignons, etc. Il va améliorer la structure du sol. Donc, il va aider votre sol à mieux retenir l'eau. On sait qu'un compost, il peut retenir entre 10 à 20 fois son volume en eau. Donc, c'est une vraie éponge. Et c'est en ça qu'il va améliorer la capacité de rétention de votre sol. Et en plus, il va amener tout un cortège de micro-organismes qui vont coloniser le sol et qui vont finalement ensemencer. Ça va participer à la vie, au maintien de la vitalité de votre sol. Donc, c'est important à plusieurs niveaux, en fait. Alors, bien entendu, quand on parle compost, tout le monde se déchaîne. Première chose, est-ce que le carton peut être utilisé pour couvrir le sol quand la terre est préparée avant une plantation? Oui, Voilà. c'est une super ressource, surtout en ville. Peut-être Émilie, tu as peut-être un truc à dire sur le carton. Oui, on l'utilise effectivement pas mal, même une fois que le plan du jardin est décidé avec le collectif d'habitants. Hein, effectivement, on peut venir apposer au sol des cartons qui, une fois soulevés au printemps, ça va être magique, quoi. Hein, pas de désherbage à faire, tout est prêt et puis on peut se lancer plus facilement. On l'utilise aussi beaucoup dans les composteurs, effectivement, quand il y a une petite carence en brin, puisque le carton, il a cette capacité à absorber l'humidité et donc c'est aussi ce qu'on cherche à faire quand on est dans le processus de compostage, c'est gérer au mieux son humidité pour pas que ce soit tout dégoulinant, mais pas trop sec non plus. En tout cas, le carton peut être une ressource dans ce sens-là aussi. Ouais. Et alors, Nicolas, qui m'a l'air extrêmement calé, Clément dit tas de compost ou bien un compost à froid? Les deux.
Alors, le compost à froid, c'est un compost qu'on accumule ou dans lequel on accumule petit à petit les matières. Donc ça, c'est pour des petits jardins, ça suffit largement, des petits jardins familiaux. Alors, bien sûr, hein, quand vous amenez, une des règles à retenir aujourd'hui, c'est quand vous amenez un seau de déchets de cuisine. Donc, les déchets de cuisine, c'est très, très azoté. Le réflexe à avoir, c'est de mettre tout de suite 2 seaux, en tout cas 2 volumes de matière carbonée, donc des feuilles mortes ou de la paille. Mais de le faire tout de suite, de ne pas attendre. Sinon, votre compost va devenir un pourrissoir. Ça va dégager des mauvaises odeurs, attirer des mouches. Ça va créer des désagréments pour tout le monde. Donc, un compost, pour qu'il évolue bien, il faut le mettre continuellement dans ce bon équilibre 1 tiers azote, 2 tiers carbone. Et penser bien à amener ce carbone. Donc, les composts en tas ou en andin, ça, c'est des composts qu'on fait en une après-midi. On va toute la matière qu'on a à portée de main, à disposition. Et on va monter un tas. Et ce tas-là, il va chauffer. Et vous obtiendrez un compost un peu plus rapidement. Et là, c'est plutôt préconisé pour des grandes surfaces pour avoir continuellement du compost sur des jardins un peu conséquents. On est d'accord que les coquilles d'œufs, c'est OK, Clément? Coquille d'œuf, ok, ça va se dissoudre tranquillement dans votre compost et libérer un peu de calcaire qui peut être utile à votre sol. Et alors moi, j'ai un vrai souci, c'est les écorces de noix. C'est que ton souci, c'est pas le souci du compost. Mais non, mais ça se décompose pas au bout d'années. Ouais, mais c'est fait pour, c'est une coquille, mais en fait, c'est bien. Au pire, ça va rester en surface du sol et ça va faire un petit paillage. Et à la rigueur, tu peux toujours les récolter au moment où tu épands ton compost et les remettre dans ton compost suivant. Ou alors les mettre de côté et en faire vraiment du paillage pour tes pots de fleurs, pour tes massifs. C'est ce que j'allais dire, ouais, en paillage assez sympa, ouais. Bon, Tout ce qui est noyau, coquille, hein, vous pouvez l'utiliser en paillage. Ok, super. Émilie, tu avais d'autres choses à nous partager ou on passe à la biodive? Ouais, quand même en 2 mots. Compostage partagé, super important dans les jardins partagés, notamment en contexte urbain, puisque des fois on part de très 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 loin au niveau du sol. Donc on va avoir besoin, pour toutes les bonnes raisons données par Clément, de produire ce compost-là. Ce qui me semble important, c'est qu'en fait, pour que ça fonctionne bien, ces affaires-là, c'est chouette d'avoir au minimum un binôme de référents, donc de personnes qui vont suivre le compost et pas, ça marche pas, juste le composteur qui est là et puis que ça serait magique et que non, c'est important que ce soit suivi et puis qu'il y ait un peu de pédagogie autour de ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois aussi, c'est très pratico-pratique, mais en tout cas, plus on va découper petitement les éléments, notamment nos épluchures de cuisine, avant de les mettre dans le composteur, quand on est sur un composteur à froid, plus vite la régalade pour tous les êtres vivants va se mettre en route et plus le compost sera vivant. Et le troisième point, c'est parce que en ville, on entend beaucoup la croyance de « Ah ouais, mais le compost, les composteurs, ça attire les rats ». C'est majoritairement assez faux, dans la mesure où un composteur qui est entretenu, donc qui est visité par l'humain et par les référents et qui a des apports réguliers, qui n'est pas abandonné, donc voilà, déplaît fortement au rat pour une petite zone d'installation. Mais ça, c'est quand même une croyance qui est encore hyper ancrée et c'est bien dommage. Donc voilà. Ok, super. Je propose qu'on passe à la dernière question autour de la biodiversité, qui est quand même un des enjeux aussi fondamentaux quand on s'intéresse à la nature et principalement au jardinage. Oui, complètement, c'est un des piliers de l'agroécologie. Hein. Pour moi, le sol, l'eau et la biodiversité, c'est un peu les 3 grands piliers à préserver, à alimenter. Et donc, au niveau de la biodiversité, il faut faire tout simplement de votre jardin, de votre lieu, un abri, un hôtel, un restaurant pour un maximum de bestioles. Aujourd'hui, dans les études dans les études des écosystèmes, on sait que plus un système est biodiversifié, donc plus il y a de monde dans un écosystème, et plus ce système-là est équilibré. En gros, un système type monoculture, c'est complètement déséquilibré et donc c'est très peu résilient parce que c'est très pauvre en biodiversité. Un système genre jardin-forêt qui est vraiment où il y a une diversité d'insectes, de batraciens, de reptiles, une diversité de faune, de flore aussi, et un lieu comme ça va être beaucoup plus résilient. Et donc, en gros, le but, c'est d'héberger toujours l'auxiliaire,
c'est-à-dire le prédateur de son parasite. Si vous avez des larves de coccinelles, des lézards, des carabes, des guêpes parasites, et ben dans votre jardin, tout ce petit monde-là va contrôler les différents parasites du jardin, comme les pucerons, les carpocaps, les limaces ou les vers blancs. Et donc pour accueillir ces lézards, orvets, etc., ben, il faut créer tout un tas d'hébergements. Alors des fois on dit nous qu'on fait de la bordélogie ou de la tautologie. Donc il faut organiser un joyeux bordel qui soit le plus naturel possible, en faisant des petits tas de cailloux à droite à gauche, des tas de feuilles, des tas de branches, en laissant un roncier par-ci par-là dans le jardin, dans des espaces un peu éloignés ou dont on ne se sert pas. Une mare, c'est vraiment un vecteur de biodiversité. La mare qui est assez incroyable. En très peu de temps, elle va se coloniser et héberger tout un tas d'auxiliaires du jardin. Et bien sûr, et surtout les haies ou les arbres isolés même, hein, qui vont être un refuge, un lieu de reproduction, un lieu de nourrissage pour les insectes, enfin pour toute la faune, un lieu pour se cacher aussi des prédateurs. Donc par exemple, il y a plein d'oiseaux du jardin qui vont se mettre dans les arbres et qui vont y rester un peu cachés par peur de certains rapaces. Donc c'est super important d'avoir des haies dans votre jardin. Donc ça, c'est aussi une des premières choses à penser quand vous investissez un lieu, c'est où est-ce que je vais planter mes arbres. Et vu que c'est sur du long terme, faut pas se planter, faut pas, si je peux me permettre, faut pas se tromper d'endroit. Donc ça se réfléchit assez, faut porter un grand temps à cette réflexion-là sur où je vais planter mes arbres, pour pas que ça gêne à la fois mon potager, mais pour que ça apporte aussi quelque chose dans mon potager. Alors, on a toujours le sujet classique de la limace, de l'escargot. Alors, la bière, la cendre, qu'est-ce qu'on fait? Euh, alors, peut-être avant tout, je vous invite à regarder l'approche holistique de la limace de Hervé Covès, déjà pour un peu vous réconcilier avec la limace et arrêter de la considérer comme le prédateur. Faut bien se dire que chaque protagoniste du jardin est souvent là pour vous indiquer quelque chose, un peu au même titre que les plantes bioindicatrices vont vous indiquer l'état de votre sol. La limace, c'est pareil, quand elle est là, c'est qu'il y a un excès de matière organique dans votre sol qui n'est pas bien digéré. Et le sol s'épuise un peu à libérer cette matière organique. En gros, la limace vient pour aider le sol à digérer tout ça plus vite. Sauf que elle trouve à côté de cette matière organique un petit peu pourrie, mal décomposée dans le sol ou sur le sol, elle va trouver des jeunes plantules de salade ou des jeunes plantules de haricots. Et bien sûr, elle va se jeter dessus avant. Mais donc, avant tout, votre limace est indicatrice d'un déséquilibre dans votre jardin. Donc ça, c'est déjà une chose à comprendre. Et en fait, vous allez voir que si vous installez la biodiversité, nous, dans notre jardin, on n'a quasiment plus de pullulation de limaces, puisqu'on a toujours un carabe, un staphylin, un crapaud, un orvet qui va limiter la prolifération des limaces. Donc le but du jeu, c'est pas de supprimer totalement les limaces, parce que si vous supprimez totalement la limace, vous n'aurez plus son prédateur ou ses prédateurs. C'est d'en avoir toujours un petit peu pour faire en sorte que les auxiliaires, les prédateurs de la limace soient toujours un peu présents. Et dès que la limace commence un petit peu à trop se proliférer, la population va être contrôlée par son antagoniste. Après, j'avoue que les premières années, la limace, c'est compliqué, c'est normal. Et pour ça, soit les récoltes de limaces, ça marche assez bien, en mettant des planches dans le jardin et les récolter à la tombée de la nuit. Ça demande un peu de temps. Les pièges à bière, il n'y a rien de très sûr. Est-ce que ça attire pas plus les limaces de tous les jardins environnants que tuer les quelques limaces qu'il y a chez vous? Et après, tout ce qui est cendre, c'est plutôt une mauvaise idée, puisque à chaque pluie ou à chaque arrosage, vous allez lessiver la cendre, vous allez devoir en remettre. Et la cendre, c'est un produit, enfin c'est un matériau qu'il faut utiliser avec parcimonie, puisqu'elle peut créer, à force d'en mettre toujours au même endroit, des déséquilibres dans votre jardin. En général, la cendre, on dit on peut en mettre, mais à hauteur de 1 poignée par mètre carré et par an. Donc vous voyez, ça représente vraiment rien du tout. Donc si vous mettez pendant 10 fois de suite autour de vos salades de la cendre, ça va créer des blocages de potasse. Super. Avant de vous proposer une autre question, Émilie, est-ce que tu aurais un complément à faire autour de cet enjeu de biodiversité et de cette complémentarité? J'ai cru que tu allais me dire au sujet de l'enjeu de la limace. Non. Je peux parler des fourmis d'Émilie qui finalement a plus de pucerons depuis qu'elle a énormément de fourmis. Voilà,
Petit complément par rapport à ce qu'a dit Clément, sur la limace quand même malgré tout, avant de parler de la biodiversité, donc je l'ai appris d'un habitant en jardin partagé, paillage mécanique à piquant, en fait, en utilisant notamment des feuilles doux, mais ce que ça raconte, c'est qu'effectivement, il y a des paillages qui sont plus emmerdants que d'autres, parce que les limaces vont se mêler dedans ou parce que c'est piquant. Et donc, voilà, cet aspect mécanique peut être intéressant si on en a sous la main, en tout cas comme ressource. Et puis, sur la biodiversité, Clément a dit plein de choses parfaites. En tout cas, c'est sûr que nous aussi, on s'empare des jardins partagés comme lieu de préservation et de boostage de la biodiversité, notamment en espérant contribuer à la création de ce qu'on appelle les continuités écologiques, qui permettent aux êtres vivants de faire des bonds tous les 25 mètres et de trouver un refuge et ainsi d'avoir plus de confort et de résilience. Donc, et puis, j'ai envie de parler de la beauté aussi dans tout ça, parce que finalement, installer la biodiversité dans son jardin, pour la biodiversité végétale, au-delà des vertus en lien avec le jardinage, c'est de la beauté en plus. Et puis, en termes d'observation de toute cette biodiversité animale, il y a quelque chose de magique et qui, en jardin partagé, embarque assez facilement les gens, notamment parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent pour partager ça avec leurs enfants ou avec les jeunes générations et que c'est un super support et c'est vertueux de ça. Mais non, tout pareil que Clément, les haies, les zones humides, accepter de laisser un espace libre, vivre librement, de la gestion différenciée et pas être tout de suite là à vouloir tondre. Bon, c'est voilà, je rajoute pas plus parce qu'il a cité déjà tous les fondamentaux. Super. On va juste prendre une petite question parce que sinon, quelqu'un demande si une mare sur un terrain de 350 mètres carrés serait-elle réellement propice à la biodiversité? Quelle serait la taille minimum pour trouver l'équilibre biologique? Donc, on est sur un terrain de 350 mètres carrés. Alors, des fois, on entend, enfin, quand on regarde un peu les différents bouquins sur tout ça, on dit qu'à partir d'une surface d'eau de 5 mètres carrés, c'est déjà pas mal, en fait. Ça accueille beaucoup de choses. Après, une mare, faut bien faire attention, c'est pas un bête trou d'eau. Une mare, c'est pas un bassin. Un bassin, c'est les bords qui sont droits. Et là, on héberge très peu de biodiversité, notamment végétale. Une mare, c'est vraiment construit, creusé en escalier, en fait, avec en gradin. Et sur chaque gradin, ça va créer une hauteur d'eau différente. Et chaque hauteur d'eau va correspondre à des plantes différentes. Et plus vous avez de plantes différentes, plus vous avez de faune diversifiée. Et donc, mieux c'est pour votre jardin. Donc, une mare de 5 mètres carrés, c'est déjà pas mal. Après, c'est un peu plus compliqué à faire quand c'est petit. Parce que les gradins vont être un petit peu serrés, quoi, mais c'est faisable. Ok, super. Alors, maintenant qu'on a à peu près vu tous les fondamentaux, je propose qu'on passe à un petit sondage pour voir si tout le monde a bien retenu les leçons des fondamentaux de l'agroécologie au jardin. Si Mathilde, tu veux bien lancer le sondage. Voilà. Donc, le premier, c'est sur le sol et le compost. Donc, je vous laisse gentiment répondre. Est-ce que dans l'idéal, le sol du potager doit être régulièrement retourné, doit être toujours couvert, doit être toujours bien propre, sans mauvaises herbes, doit être toujours compact? Voilà. Et puis, qu'est-ce qui est indispensable pour réussir un bon compost? Est-ce qu'il faut du fumier? Est-ce qu'il faut de l'eau et de l'oxygène? Est-ce qu'il faut du soleil? Il n'y a qu'une réponse à chaque question. C'est bien ça, Clément? C'est ça. Voilà, voilà. Suspense. Suspense. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Eh bien, on peut dire que le sol doit être toujours couvert. Est-ce que tu es d'accord, Clément? Oui. Et du coup, j'en profite peut-être quand même parce que ça, je ne l'ai pas dit et c'est quand même essentiel. Peut-être encore parmi vous, certains seraient tentés de retourner le sol ou de passer le motoculteur, de passer la bêche ou de faire appel à un agriculteur avec une charrue pour les grands terrains. Donc, dans la plupart du temps, c'est une très mauvaise idée puisque dans le sol, il y a des micro-organismes qui sont faits pour vivre en profondeur, plutôt dans le noir, plutôt avec peu d'oxygène.
et d'autres qui sont faits plutôt pour vivre en surface. À chaque fois qu'on laboure, on va déranger tout ça et faire que la vie du sol meurt ou s'en va. Donc, l'outil pour faire ça, en tout cas à l'échelle de petits jardins, une grelinette ou aérobêche suffit largement pour ramener de l'air dans le sol, parce que ça, souvent, il y en a besoin. Par contre, le retourner, ça sert à pas grand-chose, en fait. Donc, en tout cas, vous avez presque tous bien répondu, mais il y a quand même 5% sur retourner le sol. Et Émilie, donc qu'est-ce qui est indispensable pour réussir un bon compost? A priori, une majorité pense qu'il faut de l'eau et de l'oxygène. Absolument, absolument. Voilà, j'en ai fait un pas plus tard que ce matin. Voilà, on a monté un beau tas avec les habitants en atelier. Et donc effectivement, à la fois, on apporte la matière organique, mais on est attentif à bien apporter l'eau et l'humidité, et puis à faire que tout ça respire pour que la vie s'active dans le compost. Donc ouais, absolument. Super. Bon, et ben bravo, vous êtes tous bientôt diplômés. Vous allez pouvoir venir au niveau 2 du webinaire. Mais avant ça, on va quand même parler de jardin partagé. Si tu peux nous avancer la slide, Mathilde, pour qu'on puisse faire un petit focus avec Émilie. Suspense. On était sur les questions essentielles. Bon. Mais je pense qu'on va plutôt faire un zoom sur le jardin partagé. Voilà. Vas-y, Émilie. Donc, par rapport au jardin partagé, la première chose peut-être à avoir en tête, c'est que ce qui est super important avant de se lancer, c'est de définir un projet commun. Alors, il y a différents scénarios, quoi, où c'est l'opportunité d'un terrain qui va faire qu'un groupe va se fédérer autour, ou c'est un groupe d'habitants qui est là, qui a envie, puis qui va se mettre en quête d'un terrain. Peu importe dans quel ordre se font les choses, ce qui est vraiment important, c'est de créer du commun, de parler de ce que va devenir ce jardin, quels vont être les usages, quelles sont les motivations, est-ce que c'est la production alimentaire, fort, est-ce que c'est le lien social, est-ce que c'est un support de pédagogie et de transmettre, est-ce que c'est un peu de tout ça. Mais ce qui est important, c'est de construire le socle commun, et ça vaut le coup de vraiment prendre du temps pour poser cette base-là, et de pas foncer tout de suite comme on peut le faire des fois dans l'action, parce que c'est vraiment une première solidité donnée au projet, parce que comme vous le savez, le plus complexe dans un jardin partagé, c'est pas de faire pousser les légumes, c'est la gouvernance partagée, l'épanouissement du collectif, et c'est ça qui est aussi magnifique, mais ça se décrète pas, ça se cultive et ça se bichonne aussi. Comment initier ou rejoindre un jardin partagé? Alors, c'est sûr que là, en plus, il y a un engouement qui est démultiplié, qui était déjà bien là avant la Covid, mais qui est exacerbé aujourd'hui, et c'est tant mieux, parce que plus on va essaimer ces espaces-là, plus nos territoires seront résilients et heureux. Moi, j'en suis convaincue. Et comment initier? C'est ça, où on est un groupe d'habitants, puis on n'a pas de terrain, et puis on se fédère, on réfléchit, puis on va se rapprocher de la collectivité, on va se rapprocher du diocèse même, parce que souvent le diocèse, il est propriétaire de pas mal de terres qu'il peut avoir du mal à entretenir. Voilà, où on rejoint un jardin partagé déjà existant. Donc ça, c'est pareil, c'est en se rapprochant, souvent ça va être les collectivités locales, la commune ou l'intercommunalité, mais il y a aussi des sites internet qui regroupent, qui cartographient les initiatives préexistantes. Donc voilà, après, c'est pas du tout la même énergie à engager, bien sûr, si on rejoint un projet qui est déjà en cours, donc où il va falloir adhérer à l'esprit du lieu, que si on impulse une nouvelle dynamique qui va demander du temps pour que le projet émerge, se mette en place, et qu'il soit un jardin partagé qui va bien, qui est en santé. C'est un jardin qui est discuté et donc qui nécessite un temps en amont. Super. Où trouver la matière organique en ville, en détournant les camions d'entretien des espaces verts notamment. Non, il y a deux pistes. Il y a vraiment des complicités qui sont assez simples à mettre en place avec les services espaces verts des collectivités locales, encore une fois, qui en plus, la majorité du temps, sont plutôt ravis de pouvoir contribuer à un engagement citoyen. Voilà, c'est sûr qu'il faut faciliter un petit peu le travail sur les horaires, sur être là pour charrier la matière organique qui arrive. Voilà, c'est important d'être accueillant. Et puis, il y a aussi toutes les entreprises privées
qui en plus souvent voient une contrainte à aller, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est quand même la réalité, à aller apporter toute la matière organique collectée issue des tailles, des tontes en déchetterie, parce que c'est quand même la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, alors que c'est une pure ressource. Et donc, ne pas hésiter à aller les voir, les interpeller quand ils sont en phase de travail. Et allez, entre 50% et 70% de ces prestataires-là sont tout à fait d'accord pour mettre à dispo cette matière-là. Où trouver la matière organique en ville? Les jardins partagés peuvent être aussi des ressources en matière organique. C'est-à-dire que souvent, moi, j'encourage les habitants à installer des choses qui vont faire pas mal de biomasse ou des consous, voilà, où on sait qu'on va pouvoir régulièrement aller prélever et puis que c'est des plantes super robustes, donc ils vont redonner et qu'à disposition aussi sur site, il y a tout ce qu'on peut développer. Il y a l'utilisation des engrais verts, évidemment également. Et puis, dernier point, le temps de création du projet global quand on se lance à peine. Donc, quand on est sur une création de jardin partagé, ce que je vous disais, l'importance de se donner le temps de rencontrer le groupe, de le fédérer, d'aller aussi à la recherche d'autres participants et de surtout pas penser pour les autres, mais vraiment d'avoir une démarche inclusive. Nous, on a l'habitude de faire carrément une enquête qualitative en amont, c'est-à-dire qu'on va faire un porte-à-porte où on va aller rencontrer des potentiels partenaires du projet pour leur soumettre un questionnaire qu'on systématise un peu et voir si le projet fait sens, s'il rebondit, et même d'ailleurs dès le départ si on peut l'améliorer ensemble, l'inventer ensemble. Et je pense vraiment que c'est fondamental de jouer ce jeu-là, qui est en plus très plaisant en termes d'intelligence collective. Donc il y a ce temps-là de construction assez rapide et puis jusqu'à la phase opérationnelle. Ce qui est pas mal, c'est de donner du rythme, autant que faire se peut, entre la phase de terrain où on va prospecter puis la phase où on va co-créer ensemble sur des cycles de réunion, mais avec quelque chose de créatif, avec quelque chose de ludique, puis qui permet à chacun de s'exprimer aussi, quel que soit que ce soit la mairie ou que ce soit l'habitant, que ce soit un jardinier ou que ce soit un novice, mais voilà. Et c'est là que l'animation est super importante pour révéler cette parole-là et puis fédérer. Et on se réunit jusqu'à quelque part inventer le jardin sur mesure et le planifier. Et donc, une fois qu'on a ce plan, on se lance sur le chantier. L'idéal, ça serait un délai de 6 mois entre la phase d'enquête et puis la phase de chantier. Après, attention, ce que je vous disais, il y a 2 façons de faire, où on a le terrain et où on l'a pas. Et c'est sûr que quand on l'a pas, notamment, moi, je vois dans les contextes urbains, ça peut demander un certain temps de prospection. Les 6 mois, c'est à partir du moment où on a le terrain, quoi. Super, Émilie. Merci. Je propose que pour embrayer, en fait, on prenne juste quelques minutes autour de la question de finalement, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de commencer. Et voilà, comment j'y vais, comment je me motive définitivement pour vraiment passer à l'acte sur cette question de jardiner. Clément, on ne t'entend plus, ton micro est coupé. Exact, pardon. Les premiers réflexes, donc bien évaluer votre sol, évaluer votre ressource en eau. Une fois que tout ça est fait, tout dépend de la taille de votre jardin, mais l'idée c'est quand même de commencer avec des plantes simples, si vous avez vraiment jamais jardiné. Alors, par exemple, moi je déconseille les premières années, peut-être les carottes, qui sont quand même assez capricieuses à faire pousser. Les panais aussi, c'est toujours un peu complexe. Donc peut-être ça sera en niveau 2 quand vous serez un peu plus expérimenté. Et moi je trouve que les haricots par exemple c'est super pour commencer, c'est assez simple, ça pousse bien, ça fait des bonnes productions. Forcément quelques pieds de tomates, les courges marchent bien quand le sol est bien nourri. Donc voilà, vous pouvez acheter tout ça, alors soit les semer, soit les acheter directement en plan. Après, si vous les achetez en plan, je vous déconseille quand même la plupart des jardineries, les grandes enseignes de jardinerie, qui vont vous proposer des plants souvent cultivés en monoculture, donc relativement fragiles, et qui sont souvent beaucoup trop en avance. Donc vous allez avoir des plants des pieds de tomates en avril, qui sont déjà très très gros, que vous ne pourrez pas mettre au jardin parce qu'il fait encore trop froid, et du coup ils vont rester dans les pots et souffrir dans votre pot.
Donc, il faut mieux aller chez des petits, si vous avez à portée de main, des producteurs de plantes bio, locaux, qui vont faire les choses beaucoup plus dans le respect des règles de l'art. Les outils, alors il n'y a pas besoin d'acheter trop d'outils. Pour moi, le trio d'outils à long manche essentiel, c'est l'aérobêche ou grelinette. Alors après, 3 dents, 4 dents ou 5 dents, ça dépend un peu de votre sol. En gros, plus votre sol est lourd et compact, plus il va être difficile à travailler. Donc, s'il y a 5 dents, ça va être très difficile de travailler votre sol argileux avec une grelinette à 5 dents. Donc, il faudra peut-être plutôt mieux une grelinette à 3 dents ou à 4 dents sur ce type de sol. Tout dépend aussi de votre force physique. Donc, grelinette ou aérobêche, premier outil. Le croc, c'est le deuxième outil qui, pour moi, est vraiment très pratique. Donc, c'est une espèce de fourchette avec les dents recourbées à angle droit qui va vous permettre d'émietter la terre et de travailler les mottes qui auront été faites par la grelinette, de les réduire un peu en purée. Et ensuite, le râteau, quand même, qui est super pratique pour plein de choses au jardin, aplanir un sol, émietter le sol pour faire ce qu'on appelle un lit de semence, c'est-à-dire une terre très fine en surface, notamment pour les carottes ou les panais. Donc voilà, en outil à long manche, c'est les essentiels. Après, un sécateur, une cisaille, un sécateur de force, c'est toujours bien pratique. Une petite pelle. Transmangeoire, ouais. Ça, c'est pas mal. Et alors, où est-ce qu'il faut acheter ces outils? Pareil, je déconseille en tout cas les outils peints qui peuvent être vendus, notamment en violet ou en rose, ou des fois en bleu. Ça dépend à qui on s'adresse. Dans les jardineries, ça c'est souvent de la tôle, c'est pas du fer forgé, donc ça va pas être solide du tout. Et en plus, la peinture va s'écailler dans votre sol et donc c'est un facteur de petite pollution. C'est pas très agréable à voir. Donc les outils, moi j'aime bien les récupérer en brocante ou sur un vide-grenier ou voilà des vieux outils de papy ou de mamie qui ont fait leurs preuves. Souvent c'est les meilleurs. Et si vous trouvez pas ça, voilà, mettez un peu le prix quand même malgré tout parce que ça va vite fait de se casser, notamment quand votre sol est un peu lourd. Et puis on peut acheter des outils à plusieurs aussi, Clément, parce que la grelinette, on s'en sert pas tous les jours. Complètement, ouais. Vous pouvez, voilà, surtout dans des jardins partagés, voilà, 2 grelinettes pour tout le monde, ça peut largement suffire. Ou même avec ton voisin si tu as ton propre jardin, puisque là on a une majorité Ouais. dans leur jardin. Complètement. Et ça, vous pouvez. Alors, tout ce qui est achat groupé, c'est une super chose, notamment aussi pour vos graines. Si vous vous regroupez à plusieurs pour acheter des graines, vous allez pouvoir prendre des conditionnements de plus gros volume, économiser sur les frais de port, économiser sur le prix des graines. Donc, ça peut être une idée aussi. Quel temps à consacrer? Vas-y, Émilie. Ouais, en achat mutualisé, le broyeur aussi, c'est intéressant. Super. Et quel temps à consacrer? Alors, tout dépend du jardin. Comment? Si on n'est pas retraité et qu'on a des enfants. Voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut vraiment envisager, c'est les premières années, et notamment la première année où le temps de mise en place peut être assez long. Puisque il y aura le travail du sol à faire, réfléchir à ses rotations, acheter les graines, faire les premiers semis. Donc, quand on commence à zéro, c'est vrai que c'est assez long. Aussi, trouver les matières, trouver les matières pour pailler, trouver le terreau, tout ça, c'est quand même un investissement en temps. Par contre, une fois que la première année est passée, on peut passer que quelques heures dans son jardin par semaine. En hiver, même, on peut vraiment réduire la voilure. Il faudra surtout, ce qui va demander du temps, c'est l'arrosage, arrivé au milieu du printemps et en été. Et donc ça, il faut pas le sous-estimer parce que ça demande énormément de temps. Donc d'où l'intérêt parfois sur des jardins un peu conséquents d'installer une irrigation automatique. Mais là, c'est déjà un niveau technique un peu plus élevé. Il faut un peu se renseigner et prendre le temps aussi de bien le faire. Donc voilà, le temps, ça dépend vraiment de plein de choses. Et ça dépend aussi de ce que vous voulez que devienne votre jardin. Mais il faut quand même au moins penser y investir une dizaine d'heures par semaine les premières années. Et après, on peut réduire à 4-5 heures. Ça peut largement suffire. Et puis en hiver, c'est comme les agriculteurs, c'est quand même beaucoup plus calme. C'est plus calme en hiver. Sauf que de plus en plus, nous, on se dit qu'on va... Il n'y a plus d'hiver. Ben ouais, il n'y a plus d'hiver et les étés deviennent trop compliqués pour cultiver par le manque d'eau et les canicules. Donc maintenant, notamment sous la Loire, plutôt le sud de la France,
faire plus de culture en intersaison, donc en printemps, fin hiver, printemps et en automne. L'automne, c'est vraiment une super période pour cultiver beaucoup de choses. Alors, mes amis, on a quasiment écoulé le temps, donc maintenant on en est à la phase terminale, c'est-à-dire, Françoise, voilà, Françoise, est-ce que je peux juste te dire un petit mot sur le temps par rapport au... Un tout petit mot. Juste par rapport à la notion de temps en jardin partagé, parce que c'est un sujet important pour la cohésion de groupe. Le temps des uns n'est pas le temps des autres, et c'est super important dans la phase justement où on discute de l'invention du jardin et de ce qui va être, que chacun puisse exprimer sa disponibilité et que le jardin partagé en tienne compte, parce qu'il y a des gens qui vont avoir 1 heure, des gens qui vont venir tous les jours, et c'est important que le jardin partagé puisse accueillir ça et le traduire sereinement. Voilà. Alors, parce que c'est important pour nous que vous sachiez ce qui se passe chez Terre Humanisme, parce que vous avez très probablement envie de passer 5 jours avec Clément et plusieurs jours avec Émilie. Donc, on a plusieurs stages à venir, parce qu'on ne fait pas que du jardinage, on s'occupe aussi de l'alimentation. Ça me semble assez évident que l'agroécologie, si on cultive, c'est quand même aussi pour se nourrir, et on se nourrit 3 fois par jour. Donc, on a un stage qui s'appelle Cuisiner sa santé au mois de juillet. On a notre stage fétiche qui est réussir son potager agroécologique qui a lieu plusieurs fois par an en Ardèche. Et enfin, concevoir un jardin partagé de A à Z avec Clément et Émilie. Voilà, ce qui est important aussi, c'est qu'il y aura d'autres stages, notamment vous avez parlé de plantes bioindicatrices, donc il y aura un stage en 2023 qui sera proposé. Et puis, si on peut passer sur la dernière slide, ça me permet de conclure dans les temps, puisque c'était quand même un marathon, il me reste 3 minutes. Mathilde, voilà, donc ça c'est pour s'inscrire. On va également vous mettre le lien dans le chat. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que toutes les questions que vous avez posées, on ne peut pas y répondre parce que finalement il y en a trop. Voilà, vous avez été trop curieux. Mais sur notre site internet, vous avez plein de choses, notamment plein de fiches techniques qui permettent vraiment d'avoir accès à toutes ces informations-là. Vous avez notamment aussi un e-book sur l'agroécologie qui est vraiment extrêmement détaillé et qui permet d'avoir plein de réponses à toutes vos questions. Et puis